Bonjour Philippe Charlier. Votre livre « Autopsie des morts célèbres » fait partie des 6 ouvrages retenus pour la sélection documentaire du prix des lecteurs du Val de Sully. À cette occasion, vous avez accepté de nous accorder cet entretien et toute l'équipe vous en remercie. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours? Moi, je suis médecin légiste de formation, j'ai 44 ans, j'ai fait des autopsies pour la justice pendant 10 ans, c'est-à-dire que j'ai découpé 2000 cadavres pour les tribunaux. Ensuite, j'ai été médecin de prison pendant 3 ans. Je me suis occupé également de réfugiés qui me demandaient à bénéficier d'un statut de protection en France pendant 3 ans. Et puis, comme je travaillais en archéologie, j'ai une thèse d'archéologie aussi, comme je faisais aussi de l'anthropologie, j'ai une thèse d'anthropologie. Et bien, ensuite, j'ai intégré les équipes du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, qui est ce qu'on appelait avant le musée des Arts Premiers à Paris. Et donc, depuis 2018, je dirige le département de la recherche et de l'enseignement. C'est-à-dire que j'organise des activités de recherche dans le musée, sur les collections, mais aussi à l'extérieur, avec des fouilles archéologiques, des missions anthropologiques. Évidemment, tout ça passe aussi par l'écriture pour faire sortir les livres et le savoir du laboratoire, pour diffuser le savoir, tout simplement. Très bien. Donc, dans votre livre « Autopsie des morts célèbres », vous présentez différents cas d'études que vous avez effectués. Et l'équipe se demandait comment vous choisissez ces cas et lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Il y a une part de hasard. En se promenant dans un musée, en allant dans des réserves ou autre chose, je peux être amené à découvrir une pièce intéressante. Par exemple, quand je travaillais en Touraine, je suis tombé sur un bocal en verre qui contient les restes soi-disant de Jeanne d'Arc. Et en fait, c'était des fragments d'une momie égyptienne. Donc là, c'est vraiment le hasard. On se dit, tiens, c'est intéressant de voir ça. Est-ce que je pourrais l'étudier? Ou encore, vous voyez, voilà, on peut travailler sur des restes qui nous sont remis, pour lesquels on veut savoir exactement ce que sont ces objets. Donc là, en l'occurrence, une fausse tête Givaro. Et c'est intéressant de savoir, voilà, soit par des particuliers, soit par des collectivités locales, des mairies, le ministère, la DRAC, eh bien, on peut être interpellé pour travailler sur tel ou tel reste humain ancien, qu'il soit connu de l'histoire, si on peut dire, donc bien identifié, Henri IV, Agnès Sorel, Diane de Poitiers, ou bien que ce soit des squelettes totalement anonyme, comme un squelette gallo-romain pour lequel on n'a pas conservé le nom. Donc voilà, soit moi je me saisis de dossiers qui sont intéressants, soit on les confie à mon équipe parce qu'il y a un intérêt scientifique d'avoir un regard à la fois médical, médico-légal et anthropologique. Très bien. Et y a-t-il un mort célèbre que vous aimeriez étudier en particulier? Ah oui, alors là, si vous me disiez, Philippe, voici les clés pour étudier les restes de Saint-Marc à Venise, ça m'intéresserait beaucoup. Ah, Il y a une légende qui court depuis longtemps qui dit que le corps de Saint-Marc n'est pas le corps de Saint-Marc dans la basilique Saint-Marc à Venise, mais que c'est peut-être le corps d'Alexandre le Grand, qui aurait été pris par 2 marchands vénitiens, euh, on va dire aux alentours du 8e, 9e siècle. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est peut-être le corps d'une momie égyptienne, pas forcément Alexandre, mais bon, qui est véritablement, non pas Saint-Marc, mais celui qui est dans le tombeau de Saint-Marc? Là, si vous avez la clé, je vous remercie. malheureusement, non. J'aurais bien voulu, mais non. Pas encore, soyons optimistes. Peut-être. Si je l'ai un jour, je vous contacte. Merci, je compte sur vous. Y a-t-il un mort célèbre? Pardon, déjà fait. Quand on vous lit, on ressent un grand respect pour les morts de votre part. Avez-vous un rituel avant d'étudier leurs ossements? J'aime bien votre question. Non, je n'ai pas de rituel particulier, mais oui, j'ai un profond respect parce que pour moi, ce sont des patients. Je suis médecin avant toute chose. Et quand je me suis occupé de patients vivants ou de patients morts, pour moi, ce sont toujours des patients. Ce n'est pas juste des morts. Ils ne sont pas désincarnés et inertes. Ce sont des patients qui ne peuvent plus se défendre. Et c'est la même chose quand je travaille sur les ossements de Lucie avec Yves Coppens, quand je travaille sur même les restes d'Adolf Hitler à Moscou, comme j'ai pu le faire, même si vous pouvez imaginer que c'est loin d'être mon patient préféré. Au contraire, on n'est pas obligé d'aimer ses patients. Et là, lui, je ne l'aime pas. Mais par contre, il était intéressant sur le plan historique de l'étudier. Tous les corps doivent être traités avec respect. Vous voyez, hein, le squelette d'une princesse du XVIe siècle, la momie d'une femme retrouvée en Asie centrale ou autre chose, ce sont des patients à part entière. Donc oui, il y a un respect qui leur est dû. On ne s'amuse pas avec eux, on parle à voix basse, comme avec un patient vivant, comme avec vous. De toute façon, nous, on est les futurs morts, donc c'est une continuité. C'est vrai.
Et dans le premier chapitre de Autopsie des morts célèbres, vous évoquez les risques infectieux dus au réchauffement climatique et à la fonte des glaces. Et vous écrivez: on tremble à l'idée d'un touriste chinois qui partirait à la chasse aux ossements de mammouth dans le Grand Nord sibérien et qui ramènerait des virus inconnus dans une grande métropole comme Shanghai. Les conséquences pourraient être apocalyptiques. Aujourd'hui, c'est un risque théorique, mais avec le réchauffement climatique qui s'accélère, la pandémie n'est pas impensable. Il faudrait développer rapidement des antibiotiques, des antiviraux, des vaccins. Ces mots ont forcément une résonance particulière dans un monde post-Covid. Qu'en pensez-vous? Et d'autant plus que je les ai écrits juste avant la pandémie de Oui. Covid-19. Et donc, alors c'est pas exactement ce qui s'est passé, au sens de l'origine du coronavirus n'est pas un sol ancien des échantillons archéologiques, mais le processus, en tout cas, a été exactement le même. Et c'est, oui, j'ai eu des frissons après en me relisant et en voyant ce qui s'est passé. Néanmoins, le danger est réel. C'est-à-dire qu'il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des parasites qui sont dans le permafrost, le pergisol, qui est en train de fondre en ce moment dans toutes les zones où il était anciennement conservé et qui est en train de relarguer des quantités astronomiques d'agents infectieux du passé contemporain, de Néandertal, des premiers Cro-Magnons, voire même des périodes plus anciennes. Et quand on voit que ces êtres vivants sont toujours actifs, quand on voit que des graines donc beaucoup plus complexes, de cette période-là, peuvent être remises en vie et donc vont germer quand les scientifiques russes les remettent en culture, et on se dit que oui, il y a un véritable danger. Je sais, ça fait très scénario d'un film hollywoodien. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, il suffit simplement d'être prudent. Et comme quand on va dans l'Antarctique, eh bien, on se désinfecte avant de descendre et avant de remonter sur le bateau, eh bien, peut-être qu'il faudrait faire une sorte de protection comparable avant d'aller sur ces zones, ou en tout cas, circonscrire dès le départ des premières épidémies qui arriveraient. Oui. Et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez eu l'occasion d'étudier les restes d'Hitler, et c'est d'ailleurs un des chapitres de votre livre, et vous évoquez notamment les conditions de travail assez compliquées. Est-ce que ça vous arrive souvent? Oui, ça m'arrive souvent. Alors là, en l'occurrence, à Moscou, on travaillait dans 2 services différents, le SMERSH et l'Obianka, qui est le FSB, l'ancien KGB, donc le service de contre-espionnage et le service d'espionnage tout court et de police. Donc c'était assez compliqué dans le sens où c'est un accès qui est difficile. On essaie de vous perdre un peu dans les couloirs pour ne pas que vous sachiez exactement à quel endroit vous allez étudier les restes. On ne vous autorise pas à tout faire, on vous limite dans le temps. Mais malgré tout, écoutez, il y avait quand même une ambiance assez fascinante, hein, honnêtement. C'est un voyage dans le temps et dans les mentalités aussi. Et puis, ils m'ont quand même permis de faire un échantillonnage et de ramener des échantillons de tartre, en l'occurrence, jusqu'au laboratoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, où j'ai pu les étudier au microscope et avancer dans l'état de santé de cet individu au moment de sa mort, et même retrouver les médicaments qu'il a pris, et même les poisons aussi. Donc, non, l'ambiance était assez fantastique, pour être honnête. Et je ne regrette vraiment pas cette étude qui, d'abord, a permis de supprimer et de dire une fois pour toutes que Hitler était vraiment mort à Berlin en 1945 de façon définitive et qu'il n'y a pas de théorie survivantiste, hein, que ça, c'est vraiment du roman. Et puis l'autre chose aussi, de mieux préciser à la fois les circonstances de sa vie, ses pathologies, ses maladies, et puis sa mort. Donc non, l'étude était, je pense, importante, et j'étais heureux de la faire. Mais c'était une décision. Enfin, avant de prendre la décision de travailler sur les restes d'Hitler, je peux vous dire qu'on s'entoure d'avis autour de soi, parce que c'est pas rien que de travailler sur un personnage aussi ignoble, voilà, que lui, ignoble. C'est sûr. Et pour finir, on se demandait avec toute l'équipe quels étaient vos futurs projets, livres ou autres. Alors d'abord, je travaille au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Donc mes projets principaux, c'est travailler sur les collections, être un médecin pour les fétiches, pour les objets de musée, les passer en radiographie pour voir à quoi correspond la charge magique qu'ils ont à l'intérieur d'eux, faire des fibroscopies aussi. Vous savez, quand on passe une bronchoscopie, une fibroscopie ou une coloscopie, on fait la même chose aussi à des objets de musée ou alors à des momies dans les musées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Je vais bientôt partir en fouille archéologique au Cameroun, en Haïti et au Bénin. Et probablement, on va ouvrir aussi 2 autres chantiers de fouilles au Népal et peut-être aux Marquises. J'aimerais beaucoup. Et puis sinon, on vient de finir
hors musée du Quai Branly. On vient de finir l'étude des chœurs de Louis XIII et Louis XIV. Et prochainement, on va peut-être travailler sur d'autres restes. Voilà. Donc, on attend de savoir exactement quels sont. J'attends notamment de partir sur l'île de Sainte-Hélène pour pouvoir étudier les latrines, donc les toilettes de Napoléon, car dans les toilettes se niche énormément d'informations sur l'alimentation de l'individu, sur ses maladies, sur son état de santé. C'est là qu'on jette ses brosses à dents, c'est là qu'on jette ses ongles quand on les coupe, ou les cheveux. Et puis, on sait que c'est là qu'a été jeté le premier masque mortuaire de Napoléon, qui s'est fendu, qui a été abîmé au moment de sa mort, 1821. Et donc, du coup, c'est là qu'on espère le retrouver. Donc, écoutez, ça fera peut-être l'objet d'un nouveau livre, et on aura l'occasion d'en reparler à cette occasion. Avec plaisir. En tout cas, effectivement, vous avez beaucoup de beaux projets qui arrivent, et c'est encore merci du coup de nous avoir casés dans votre emploi du temps. Et Avec donc, plaisir. je rappelle du coup que votre livre « Autopsie des morts célèbres » paru chez Talandier et que vous avez écrit avec David Alliot, voilà, fait partie des 6 ouvrages de la sélection documentaire du prix des lecteurs du Val de Sully. Merci encore pour cette merci beaucoup d'avoir sélectionné. Merci beaucoup d'avoir sélectionné. Je suis ravi qu'il vous plaise et j'espère qu'il trouvera un public encore plus large grâce à vous. Voilà, c'est vraiment le but, c'est faire découvrir cette spécialité, la faire aimer et peut-être susciter de nouveaux chercheurs dans la nouvelle génération. Ah, peut-être. Croisons les doigts. Et on est impatient de lire vos prochains ouvrages. Merci. Merci beaucoup. Encore merci et bonne journée. Au revoir. À bientôt.